Yo et bien bonjour, bien le bonsoir à tous. Ici c'est Rox et bienvenue dans What the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez vu des films, voire même des séries parce que le cinéma c'est la vie. Et cette émission est présentée par l'incroyable, le plus beau, le plus fort, aka Spherox. Oui, c'est moi. Parce que c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort. Comment vous le dire, c'est pour vous les hommes que j'ai créé l'univers. Pardon, excusez-moi. Oui. Ah, vous m'avez manqué, bande de vénards. Ah là 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 là. Ah, bonsoir Pawa, bonsoir Teddy. Hello Beetlezeru, ça fait longtemps. Oh là là, mais on retrouve un trio de têtes dans le chat incroyable. Bonsoir, le sachez-vous, le macaron est la pâtisserie la plus calorique devant le financier, la Madeleine, le Queen Amman et le Paris-Brest. Bah ouais, oui, bah oui, Paris-Brest, oui. Mais oh, ça y est, ça me donne faim là. Mais ne chante pas, s'il te plaît. Oh, tu te calmes, Teddy, ça fait longtemps. Voilà. Ça fait 2 semaines. 2 semaines, j'ai pas fait de live. J'avais envie de chanter. Ça me donne envie de faire un karaoké Disney avec un Teddy nationaux. Bref, voilà. Alors, bonjour Hell, yeah, rock and roll, yeah. Attention, je vais roter. Ça marche pas. Bref. Alors, je finis de regarder un film et j'espère que le film va être bien. Fais attention, t'as intérêt à venir lors des bonnes critiques. Parce que ça va barder. Oui. Oui, parce que je suis le critique de Twitch Game. Oui, je le fais à la façon Antoine Goya. Oui. Soirée mathématique en vue, Weekend 2, Incessable 3, Ouais, ouais, incroyable, hein, on va faire des calculs. Oh non, des calculs, ah non, pas des calculs. Non, 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 j'ai pas envie de calculs. Bref. Bon, comment vous allez, vous? Est-ce que vous avez vu des films récemment? Est-ce que vous avez été voir au moins le meilleur film de cette semaine, c'est-à-dire Dossier 137? Je l'espère, parce que film français, il faut le soutenir. La France, madame, messieurs, dames, la France. Oui, ce soir, dans le main event, on parlera de Wicked for Good, ensuite de Running Man, l'adaptation de Stephen King, et ensuite une espèce d'adaptation aussi du film de 87 avec Arnold Schwarzenegger, que je n'ai pas vu. Voilà, hein. De toute façon, je ne reste pas longtemps car le derby de Milan, c'est ce soir. Ouais, ouais, super, super, ça fait plaisir. Voilà. Mais ça fait plaisir, au moins tu pourras peut-être me dire si j'ai fait de bonnes critiques sur YouTube. Voilà, sachez-vous, vous pouvez aussi vous abonner à YouTube et nous donner de la force. Ça peut être pas mal. Pas vu Dossier 137, mais je serai bientôt président d'un jury. Voilà. Ah, en Corse. C'est qui mon Teddy? Ah, c'est qui mon Teddy qui va être président du jury en Corse? Voilà, et qui va être qui va être soutenu par Pôle Emploi. Si tu vois ce que je veux dire. Oui, je me souviens de ce que tu as mis sur Twitter. Swerox, n'importe quel sport, foot. Ah, oh, oh, plus grand que... Oh là 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 là, mais... Bon, il est beau. Oui, oui, et en parlant de John, oui, il n'est pas là. Je lui ai accordé de repos parce que... Il y a 2 semaines, il a vu un film, c'était trop pour lui pour aller au cinéma, donc je lui ai dit, va te reposer, parleras d'ici 2 semaines, peut-être, on verra. Le pauvre, il a plus le temps. Ah, c'est un ministre, sans les casseroles et sans l'argent. Voilà. Quel bougre quand même. Que ma conseillère regarde bien mon trajet en avion. Bref, et ensuite, on partira encore aux États-Unis pour parler d'Insaisissable 3 parce que j'avais envie de parler d'un truc. Ou alors c'était soit ça, ou alors A House of Dynamite ou Dynamite. Bref, voilà. Bref, ça faisait longtemps que je vous ai pas vu sur le chat. Ça fait longtemps. Bref, mais ce soir, évidemment, je vous parlerai quand même des 4 films que j'ai cités incessamment sous peu. Mais avant, j'avais envie de passer un petit coup de gueule. D'avis un peu cinéma, politique, culture. Peut-être que vous avez vu une interview d'un homme politique qui était sur un plateau télé,
qui parlait de la culture. Et j'ai très envie de vous montrer cette interview-là que j'arrive à trouver seulement sur Facebook. Oui. On va aller chez le camp politique du Rassemblement National parce qu'on a très envie de savoir ce qu'ils pensent de la culture et surtout du cinéma. Bon, juste une question me vient. Attends. Tu me pas, voilà. Et on va aller côté actualité de nos politicards préférés. Vois-tu des bons films parfois? Oui. Oui, dossier 137 que tu n'as pas vu. Voilà. Et un peu Wicked, mais ça on verra. Voilà. Bref, c'est parti pour commencer l'actualité avec Sébastien Chenu du Rassemblement National. Allez, c'est parti. Oh merde. Ça dépend laquelle. Bon, alors on va y aller par étapes. Attendez. Je crois que vous aimez la culture. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Bon, alors on va y aller par étapes. Alors déjà, voici la moue que fait l'amoureux de la culture Chenu, prochain ministre, quand on lui parle de culture. J'ai envie de dire que nous partons donc sur des bonnes bases. Deuxième chose, ça dépend laquelle, dit-il. Cette phrase implique qu'il n'y a pas qu'une seule culture. On part vraiment sur des bonnes bases. Et d'autres questions au futur ministre des cultures. Ça dépend laquelle. Ça dépend laquelle. Alors, est-ce que vous aimez le cinéma? Oui, enfin, comme tout le monde. Cette personne va s'occuper du cinéma. Et voici donc la tête qu'il fait quand on lui parle de ses futurs dossiers. On espère qu'il fera cette même tête au César. Et on espère qu'il leur dira ça aussi au César, le prochain ministre de la Culture. C'est quoi un bon film ? Un film sans spectateur devant la toile, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, financé, etc. Moi, je pense qu'il y a des bons films, des mauvais films. En fait, un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Un bon film se juge au nombre d'entrées qu'il fait. Sébastien Chenu, futur ministre de la Culture, Front National. Oui, je l'ai trouvé sur Facebook. Et alors, chacun, chacun ses petits trucs. Raclure nationale. Pas merci de mettre ça dans les oreilles. Alors oui, effectivement, pourquoi j'ai choisi cette vidéo, cette part d'interview? Oui, Sphèrox, parce que c'est pas. T'as pris peut-être quelques secondes de la vidéo. Non, mais on n'a pas besoin. On donne pas la parole au Rassemblement National ici. C'est de la merde. Voilà. Ils sont pas amoureux de la culture. Tout le monde aime ça. Le cinéma, un peu. Alors, il dit que il existe des bons et mauvais films. Oui, bon. Après, chacun a ses goûts. Voilà. Ouais, chacun a droit de ses coups de merde, hein, voilà. Et il dit que, en gros, il voulait parler du CNC et tout, et pour dire, ah bah tiens, eh bien, ça sert à quoi de mettre de l'argent à des films? Voilà, parce que ça sert à quoi de mettre de l'argent à un film où il y a personne, enfin quasiment personne devant l'écran et tout. Donc du coup, le film se décide au nombre d'entrées. Voilà. Donc ça veut dire que Les Tuches 5, God Save the Tuche, est un excellent film. Ça veut dire que, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a de à chier. Oh, il y a pas mal de Lilo et Stitch, le remake live, est un excellent film. Bah oui, il a fait de l'entrée. Il existe de bons et mauvais politiques. Ah bah là, je peux t'assurer que le mauvais, la raclure, on est au fond et on creuse encore, tu vois. Bref, tout ça pour vous dire que, encore une fois, quand on parle de culture, que ça soit cinéma, peinture ou autre, bienvenue chez les ch'tis. Oui, voilà, c'est un excellent film. Voilà, hein, mais on peut, encore une fois, on sent que la culture est menacée de par des politiciens de merde qui n'y connaissent en rien et qui veulent faire en gros, du coup non, l'argent du CNC, non. Allez vous faire cuire le cul. Donc le truc indé là où ça peut potentiellement faire réfléchir le spectateur, ou qui a quand même un public un peu de niche et tout, niche. Voilà.
Eh bien, fuck, nous on prend seulement la pop culture américaine. Voilà, on prend les gros blockbusters Marvel parce que ça fait de l'entrée. On prend du Disney. Par contre, les films indés français, un truc du genre. Un truc du genre un peu obscur, genre des drames familiaux. Où que ça parle, je sais pas, on va parler quoi d'immigration. Bah non, on va pas mettre ça quand même. Mais franchement, c'est très inquiétant de voir un des premiers partis politiques français mettre la main dans le panier de la culture pour dire non mais faudra supprimer ça parce que c'est pas intéressant. Bah fuck le RN, fuck leur comment dire, leur politique abjecte, voilà, de la différence. Que ça soit pour les gens ou que ça soit pour la culture, hein. Enfin bref, voilà. Oh là là, bref. Euh, une ironie fracassante de la... Attends quoi. Oui, Les Tuches 5 est un excellent film. Il y a la synthèse parfaite entre le cinéma de Scorsese et Freud Gaston. Une ironie fracassante de la part de politiciens qui prônent la souveraineté et préférence nationale. Bah oui, give me your money. Mais ouais, mais c'est un truc de fou. Enfin, et je devais ne pas vous passer cette séquence qui est ahurissante, qu'il faut se battre. Les gens de la culture, il faut se battre et il faut pas. Ils vont nous faire le Puy du Fou univers. Ah là là, mais quel enfer! Et au départ, le Puy du Fou, moi, honnêtement, quand j'étais gosse, je me disais, ah, ça a l'air cool et tout. Et finalement, non. Voilà, maintenant, je m'interdis d'aller au Puy du Fou. Je m'interdis d'acheter maintenant des Wonderbox. Voilà. Enfin bref, là, c'est plus une côté politique et tout. Bref, pas trop, pour limiter mes achats envers tout ce qui est un peu ce genre de pensée abjecte. Bref, donc voilà, il faut se battre quand on a un tantinet soit peu une parole pour la culture, que ça soit de tout. Voilà, moi c'est moi, vous, nous, c'est le cinéma. D'autres, ça va être la peinture, ça va être d'autres ficelles de ce milieu. Et d'autre part, là, voilà, il faut pas être, faut pas se taire. Et il faut juste se battre pour ce droit fondamentaux de rêve et de création. Voilà. Moi, je dis ça comme ça, même si je suis pas le plus haut placé, etc. Enfin voilà, je veux mettre ce petit coup de gueule et dire viva la révolution. Bref, voilà. C'était le petit coup de gueule de l'abjection de Rivet. Eh, ça se moque ici, tu te cas. Bref, voilà, c'était pour. Je voulais en parler de cette raclure nationale, et évidemment, hein, je voulais vous en parler. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Mis à part ça, j'ai pas grand-chose en tout ce qui est un peu euh, tout ce qui est un peu des actualités, mis à part quelques petites choses intéressantes qui peuvent éventuellement vous intéresser. On a certaines suites qui vont être mis, qui sont en train d'être travaillées. Et là, ça va être un espèce de petit gloubi-boulga de nouvelles. Attention, on aura la suite. Peut-être que vous l'attendiez ou pas. Du chapeauté. Du chapeauté 2. Donc, si éventuellement ils arrivent à faire quelque chose d'aussi intéressant que le deuxième, qui, je vous conseille d'aller voir évidemment le deuxième qui est incroyable. Le premier est un peu OSF. Et le loup. Le loup. Le loup, il est incroyable. Bref, allez voir. Il y aura une suite. La suite est en préparation. Tout comme The Rock qui revient après Smashing Machine et revient dans Jumanji 3. Qu'est-ce qu'on a hâte! Incroyable du cul, monsieur Potbeurre. Je vous parlais des tuches, évidemment. Et ben, les tuches 6 est en préparation, vu que c'est un film incroyable et que c'est un film, comment dirais-je, que c'est un film, voilà, que le public mérite, évidemment, voilà,
Karen Gillian. Ah oui, Karen Gillian. Oui, à la rigueur, j'accepte Karen Gillian parce que Doctor Who Forever. Voilà, on accepte. Voilà. Et je sais pas si vous avez vu ce super petit short Yu-Gi-Oh. Voilà, pardon. C'est un chat qui fait de la poterie. Il fait mieux que ça. Il fait de la poterie 2 fois. Ensuite, on a étonnamment une suite potentielle de Tortue Ninja. Alors, je sais pas si ça va être avec le même réalisateur que Michael fucking Bay. Voilà. Et de Frozen, la Reine des Neiges, qui entamera son 3e et 4e opus. Parce que Disney a besoin de flouze. Et dernière chose avant de... parce que j'ai pas retrouvé la news, j'ai écouté ça en podcast. C'est le Docteur Who Day. T'aurais pu mettre un t-shirt Docteur Who. J'en ai pas... Mais je recherche le poster de l'explosion du Tardis. Et comme ça, je mets mes cartes Magic dessus et j'encadre. Voilà, c'est mon petit projet que j'essaye de faire, mais à chaque fois j'oublie. Mais facilement à faire, facilement, c'est facile. Bref, Matt Suisse Forever, voilà. Bref, et dernière nouvelle, et je n'ai pas réussi à la retrouver parce que je crois que c'était en anglais. J'ai perdu le truc. Des agences de communication essayent de recruter, enfin, une quarantaine de personnages d'IA pour faire leur film de sous-genre avec des, évidemment, des acteurs et actrices en IA. Alors, pourquoi je vous dis ça? Car une société dont j'ai oublié le nom et je suis vraiment désolé parce que j'ai complètement oublié la source et j'arrive pas à la retrouver, vont essayer de faire alors des films entièrement faits en IA. Déjà, le premier film en IA va sortir en 2026 et ça sera un espèce de sous Pixar. Et là, avec les personnages tout en IA, cette maison de production, va essayer de créer un espèce de sous-genre de film en IA. Genre, le genre, il y a le genre horrifique, le genre humour, le genre comédie musicale. Et donc là, avec cette IA là, cette boîte de production vont essayer de potentiellement de créer sa propre genre de film en IA, film, animation, etc. En IA. Voilà. Donc du coup, j'espère que ça va bien se vautrer la gueule. Parce que je vois pas l'intérêt. Je pense qu'ils ont essayé de faire des trucs en série B. Ça va être dégueulasse as fuck. Alors, peut-être que... Je l'espère pas. Mais je sais que y a déjà des photos en IA qui circulent. Genre par exemple d'Avenger Doomsday. Qui ont l'air très très ultra réalistes. À quelques défauts près. Et tu te crois vraiment que c'est dans le véritable monde véritable. Voilà, bref. Et ça me fait peur. Ça me fait très très peur que si ce sous-genre existe, ben ça va augmenter, encore augmenter, etc. Ce nombre de films, surtout aux États-Unis, et peut-être que ça va venir dans le monde entier. Et ça me fait très très peur. Voilà, c'était un peu les infos de cette soirée. Oh, qu'est-ce qu'on adore. Voilà, bref, fuck l'IA et fuck le Rassemblement National. Voilà, on adore. Bref, et ben, messieurs, dames, je sais pas si vous avez d'autres questions à propos de l'actualité. Et Pawa qui est toujours pas là, il préfère ce film. Voilà, non mais je vois que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, Pawa, voilà. Voilà, ça fait plaisir. Bref, et sinon, comment tu vas, mon cher Teddy Wu? Oui, je reprends ton ancien pseudo, Teddy Wu. Wow, tu te calmes, la bande-annonce, tu te calmes. Bref. Et ben du coup, messieurs, dames, c'est la fin de ces petites actualités. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi ça me fait un peu peur. Mais bon, c'est pas grave, on continue comme ça. Bref, messieurs, dames, n'oubliez pas surtout à vous abonner à What the Ciné YouTube et à me suivre sur mon compte Letterboxd aussi. C'est sympa Letterboxd, voilà. Et ben, messieurs, dames, c'est parti pour aller dans le dur du dur, évidemment.
on va aller du côté de, évidemment, du côté du Magicien d'Oz. Dans l'univers du Magicien d'Oz, il s'agit de Wicked for Good, partie 2. Et c'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Et oui! Couldn't be happier. Il est plus important que jamais que vous remontiez le moral du peuple. Comme vous seul savez le faire. Est-ce que ça fait ce que je crois? Non. Non, vraiment? Je suis obsédusée. La baguette est très convaincante. Because happy is what happens. Glinda la bonne! When all your dreams come true. C'est la méchante sorcière! Agite ta baguette autant que tu veux. Tu n'as aucun véritable pouvoir. Je suis une figure publique, les gens attendent de moi que je... Mente. Ils veulent que je les encourage. Tu es incapable de résister. Qui le pourrait? Tu sais qui? Je vois une maison. Une maison qui vole dans le ciel. Je m'en vais voir le magicien. Apportez-moi le balai de la méchante sorcière de l'Ouest. Le balai sera la preuve de son trépas. Arrêtez, ça va trop loin. Elphaba, ils sont après toi. Regarde-moi. Pas avec tes yeux. Avec les leurs. I've heard it said that people come into our lives for a reason. Voilà le plan. J'ai pas de plan. Moi, j'en ai. Bon, la bande-annonce qui dure 3 minutes, merci beaucoup. Alors, Wicked c'est le week... Pardon. Alors, partie 2. Depuis qu'elle s'est opposée au magicien d'Oz, Elphaba est surnommée la méchante sorcière de l'Ouest par la population du pays d'Oz, qui pense qu'elle est maléfique. De son côté, Glinda est devenue la figure populaire du régime du magicien et surnommée la bonne Glinda. Tandis que Fiyero devient le capitaine de la garde du magicien, bien qu'il doute encore de la culpabilité d'Elphaba. Alors, j'ai été le voir avec Beetlezeus qui est dans le chat, évidemment. Hein, n'oublie pas de mettre des petits dinos canards et plein de cœurs si tu es là, évidemment. Et si surtout que tu as aimé le film. Voilà. Alors, avant toute chose, j'aimerais revenir un peu sur le premier opus qui était sorti sur nos écrans l'année dernière, que j'avais plutôt apprécié, malgré que ça faisait... C'était un peu long, je trouvais un peu long, un peu moche par moment, mais les musiques étaient très très sympathiques. Alors, évidemment, il y avait vraiment une super alchimie entre les actrices principales, Ariana Grande et je ne sais plus, je vais chercher les noms des acteurs et actrices, évidemment. Malgré tout, c'était un visionnage de 2h, 2h20. Voilà, c'était plutôt pas mal. Beaucoup de promesses pour la deuxième partie. Bon, après, c'est une adaptation un peu du roman, mais surtout de la pièce de théâtre de Broadway, qui d'ailleurs, j'ai un pote qui a été le voir, apparemment, c'est incroyable, pas de cœur sur Wicked. Et du coup, Wicked, j'attendais pas grand chose, mais étant donné que j'ai vu de quoi ça pouvait parler et que j'étais pas vraiment le public cible, mais j'ai été un peu enchanté de par cette proposition dans la première partie. Je me suis dit, ok,
la deuxième partie va être peut-être un peu plus travaillée pour certains sujets, effectivement. Et pour ma part, je dis bien pour ma part, attention, messieurs, dames, j'ai passé un bon moment. Je crois même avoir passé un meilleur moment que la partie 1. Alors, je vais passer avant toute chose au mauvais point de ce deuxième opus, c'est-à-dire que les musiques. Alors, j'aime bien les musiques dedans, c'est entraînant, c'est sympathique, il n'y a pas une question que de chorégraphie, mais ça va parler aussi de l'histoire. Genre par exemple, il y a une chanson et chorégraphie qu'il y a entre Ariana Grande, Cynthia Erivo qui fait Elphaba et Jeff fucking Goldblum qui joue le magicien d'Oz, qui je trouve qui a vraiment ce petit côté très vraiment théâtral et vraiment où on voit ce côté manipulation, de pouvoir, de secret en fait et de sentiments entre les deux personnages. Moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Et je crois que c'est une des seules musiques qui, pour ma part, en vaut la chandelle dans cet opus. Et ensuite, les autres musiques, certes, c'est pas mal, mais ça fait pchit. Voilà. Alors que dans le premier opus, les musiques étaient beaucoup plus entraînantes, étaient beaucoup plus intéressantes, et même niveau chorégraphie, il y avait quand même quelque chose. Alors oui, effectivement, et je retrouvais vraiment ce petit côté opéra, ce petit côté vraiment cinéma opéra, vraiment entraînant où tu rentrais directement dans le film. C'était très cool, très classe et tout. Bref. Là, un peu moins, mais c'est pas ça qui m'intéressait le plus. C'était vraiment comment allait se passer cette dualité, cette aventure. Genre Elphaba qui, je trouve, Elphaba est le meilleur personnage des deux Wicked, hein, mine de rien. Et là, le truc qui est... Alors que je trouve à la fois sympa, mais un peu dommage, c'est que pour connaître et pour apprécier Wicked 2, il faut connaître Le Magicien d'Oz, c'est-à-dire le film qui a plusieurs décennies. Voilà. Sans ça, on risque d'être un peu brusqué. Oui, je me suis un peu intéressé à l'histoire cet après-midi parce que je me suis dit c'est bizarre parce qu'à un moment donné, t'as des personnes, genre par exemple le destin du Magicien d'Oz, on en connaît plus sur lui et sur par exemple Dorothy, qu'on voit aussi dans le trio de tête dans le Magicien d'Oz. Là, on voit surtout, ça va du clin d'œil à, vas-y, c'est des personnages de fonction. On n'a pas besoin d'en savoir un peu plus, mais quand on va voir Wicked, on est malheureusement obligé de connaître un peu l'histoire de l'ancien, du film de 60, 70, je sais plus, bref, voilà. Bref, c'est pas grave, mais au moins on voit un peu les origines de certains personnages, de l'homme, du robot, du lion, d'ailleurs qu'on a vu dans le premier Wicked, Dorothy aussi, qui devient un peu, à tantiner soit peu, un peu la méchante et tout, dans le film, de par la vision de la bonne fée, on va dire ça comme ça. Bref, il y avait quoi d'autre aussi que j'avais plutôt apprécié. Alors j'avais noté des trucs quand même. J'ai beaucoup apprécié que le film passe quelques années, en tout cas après le premier opus. Et ce qui est assez flagrant, c'est le fait qu'on part directement dans une espèce de fascisme, où le peuple d'Oz est manipulé par le magicien et de par Michel Zhao. Michel Zhao qui est un peu le bras droit du magicien, qui est beaucoup plus machiavélique que le magicien. Alors, on n'arrive pas à détester Jeff Goldblum parce que Jeff Goldblum c'est Ian Malcolm, Jurassic Park, et vous-même Jurassic Park,
Bref, je dis vague. Bref, ensuite, il y a vraiment ce petit côté un peu Elphaba qui fait un peu ce côté chevalier noir. Pourquoi je dis chevalier noir? Parce que, rappelez-vous, dans The Dark Knight, le chevalier noir en version française, Batman, au lieu de devenir le héros, devient le méchant. Enfin, le méchant aux yeux de la population. Et j'ai beaucoup apprécié là le fait que Elphaba, malgré son côté vraiment humaniste, où elle sait que elle voit la manipulation, elle voit que cette non-magie de par le magicien d'Oz et que ce magicien est loin d'être le plus incroyable des êtres humains, voilà, et ben elle va devenir la méchante parce que de par sa façon pas d'être, mais physiquement, elle a subi du racisme quand elle était vraiment toute jeune. Ben voilà, ce côté un peu vilaine, toute verte et tout cacadois, comme dirait Beetleborus, voilà. Hein. Alors que moi, je préfère Elphaba qui est toute verte cacadois que un Dracolo Shiny qui est cacadois dégueulasse, voilà. Bref, c'est pour la private joke. Et de part que de cela, elle comprend beaucoup mieux le fait que les animaux subissent une espèce de différence, et que les animaux se font chasser du royaume parce que le magicien est un gros con. Voilà, et pas que. Voilà. Et que moi je trouve vraiment, c'est pour ça que je suis très attaché à Elphaba de par son combat. Son combat plein d'humanité. Alors je sais pas si par exemple dans le Magicien d'Oz, que je n'ai toujours pas vu, qui d'ailleurs moi j'accepterais de le voir semaine prochaine avec une Beetleborus sauvage, voilà, à capturer. Bref, du coup voilà, c'est pour cela, voilà, Wicked 2 pour moi, Elphaba, voilà. Par contre, Ariana Grande qui joue la bonne fée, alors, elle a toujours joué une personne, en tout cas, dans les deux Wicked, attention, j'ai pas vu si elle avait fait d'autres films, bref. Elle joue une espèce de potiche, qui est très... Alors, une potiche à grand cœur, voilà, qui, pour elle, elle a besoin de d'être importante malgré que elle mérite pas toute cette valorisation. Elle veut se sentir valorisée malgré que elle ment à tout le monde. Et ça, de par son défaut de cette lâcheté, en fait, va être très intéressant de par la relation entre les deux personnes qui sont très différentes. Et en fait, ces deux personnes-là, que ça soit Ariana ou... je me rappelle plus, ou Cynthia Erivo, voilà, merci Google, c'est la même face d'une seule pièce. Et là, Beetleborus me disait, ouais, ça se fait pas ce qu'ils ont fait entre ce triangle amoureux qu'il y a, moi ça se ferait pas et tout. Alors, oui, mais la question, doit-on voir ce film plutôt en semaine ou... Et on applaudit Pawa de par sa blague incroyable que personne n'a fait. Et moi je rigole quand même. Bref. Et pour cela, moi, tous les jours de la semaine, et même par cela, moi ça me dérange pas de par exemple, il se passe à un moment donné une espèce... Alors, il y a déjà ce triangle amoureux qui commence dans le premier opus, où tu vois qu'il y a un truc, une alchimie qui se passe entre Elphaba et le prince, et qu'il n'y a pas où on force entre le prince et Ariana Grande. Et le truc, c'est que
tu te sens bien que dans le deuxième opus, qu'il y a un malaise entre le prince, qui est là comme un mariage forcé. Un mariage forcé pour mentir pour le peuple, pour faire plaisir au peuple. Et ça se voit de par exemple, une chanson où Ariana et Michel Zhao ne sait pas chanter, très, très mal chanter, je suis désolé, c'est une des seuls personnages qui ne sait pas chanter. Et j'aurais préféré une VF pour Michel Zhao. Pourtant, j'adore Michel Zhao. Franchement, très bonne actrice. Et le fait que c'était pas un amour, c'est juste un mariage forcé. Et le fait que le prince, quand le prince retrouve Elphaba, eh ben, il choisit le cœur. Évidemment, bon, ça le déchire pour la bonne fée. La bonne fée, c'était la bonne princesse, bref, voilà. Mais le fait qu'il va choisir le côté amour et le côté véritable que plutôt se mentir à soi-même. Alors, même si... enfin, voilà, ça va se rejoindre dans la différence à la fin. Je vais pas spoiler. Il n'y a pas une bouche. Un bouche, le prince, il a pas une bouche, le prince, il peut dire non. Mais oui, mais c'est pour oui, mais c'est... Il se ment à lui-même. Enfin, moi, je le vois comme ça, tu vois. C'est pour ça que je lui en veux pas. Et le fait que, à un moment donné, il y a un espèce de fight entre Elphaba et Ariana Grande. Mais, de par cette complicité, et ben, à la fin de cette bataille, ma vie, ma bataille, comme dirait un chanteur, et ben, elle se rend compte, de par les faits et gestes des deux concernés, elle voit le véritable amour et elle voit qu'elle s'est voilée la face. Alors oui, certes, ça se fait plus dans un monde un peu fantastique et tout. Alors elle est un peu... c'est un peu une potiche, hein. Après, c'est pas une personne... voilà. Certes, ça se fait très rapidement, mais je le vois tel quel. Parce que elle le voit de par son côté grand cœur. Moi, voilà. Certes, ça peut être... Je comprends ton point de vue, mais je comprends aussi le point de vue du prince et je comprends le trio. Et que elle tient véritablement aussi à son amitié avec la sorcière. Et elle le dit tel quel. Elle dit dans le dernier tiers du film, elle dit « J'ai eu des amis, mais il n'y avait que toi qui comptais. » Et ça, c'est beau. Franchement, j'ai trouvé ça d'une très belle amitié, d'une digne amitié. Voilà. Enfin, voilà. Elle le veut que son bien. Peut-être que vous comprenez pas, que beaucoup de personnes ne comprendraient pas, ou alors ça va beaucoup plus vite. Moi, je comprends. De par, quand tu aimes une personne, fais en sorte de pas lui en vouloir parce que c'est pour son bien et que finalement t'aurais été malheureuse avec le prince. Elle le comprend. Enfin voilà, c'est peut-être ma vision des choses, mais c'est pour ça que j'ai pas été si aussi moins touché que toi. Enfin voilà, c'est pour ça. Bref, il y avait qu'est-ce qui était bien aussi, la manipulation, la propagande, tous les séparés pourtant. Oui, il faut regarder Magicien d'Oz. Bref, voilà. Alors voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, ne mets pas 1,5 sur Letterboxd, ça serait un peu dommage. Alors, le sachez-vous, Beetlejuice 71 est sur des Letterboxd. Voilà, j'aime bien. Voilà, bref. Voilà, peut-être que c'est aussi ça que le premier opus m'a convaincu que, certes, c'est un monde enchanté, et que il faut pas s'attendre à quelque chose de très recherché, parce que c'est une comédie musicale et qui veut... Même si c'est des gestes un peu maladroits, malheureux, ce qui veut dire est le plus important. Voilà, ce n'est que mon tendre et simple avis sur ce sujet.
Bref, voilà, j'espère que tu comprendras. Voilà, que vous comprendrez. Voilà, c'est pour ça que je ne déteste pas. Et d'ailleurs, petit point chiffre, on est à plus de 160 millions de dollars de recettes dès même pas les 5 premiers jours de week-end. Et franchement, on est pas trop mal. Et je pense que l'effet Ariana Grande, d'ailleurs, je ne comprends pas la hype qu'il y a envers Ariana Grande. Après, je suis pas le plus fan des musiques et tout. Bref, voilà. Sur ce, allez voir si vous êtes bien fan de comédie musicale et peut-être éventuellement du Magicien d'Oz. Et surtout que vous avez aimé le premier opus. Faites votre propre avis. Voilà, maintenant que c'est fait, je vais vous faire voyager dans un autre univers un peu plus action man, un peu plus coureur, un peu plus Stephen King. Quoi? Oui, mais oui, je vais vous parler de Glenn Powell dans oui, Running Man, évidemment, messieurs, dames, évidemment. Et c'est parti pour la bande-annonce. J'ai repensé au principe de l'émission. En fait, pendant 30 jours, le pays entier va chercher à me tuer. C'est dingue, non? Les participants ne survivent jamais. On n'a pas le choix. Il faut qu'on trouve de quoi payer un médecin. Bienvenue dans Running Man. Les concurrents seront traqués pendant 30 jours. N'importe qui a le droit de vous tuer. Traquez-le, bon Dieu! Si vous survivez, vous repartirez avec 1 milliard de nouveaux dollars. J'ai toujours cru que c'était évident. Oh la vache! Ça fait bien réel, là. J'ai besoin d'armes, de fausses identités et d'un camouflage. Nom de Dieu, c'est du C4? Je regrette, c'est pas à vendre. Tu piges pas? Le jeu est truqué. J'ai une grenade! Garde-la. Tout va bien, monsieur Springer? Oui. Tu sais pourquoi on t'applaudissait ce soir? On dégage! Si toi tu peux survivre face aux gorilles, eux aussi. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Ils sont là. Je vais pas vous mentir. Je ne peux pas vous laisser gagner. Putain, c'était quoi ça? Bienvenue dans Running Man. Alors, attends, attends quoi? Il y a enfin un film que j'ai vu, enfin un film que j'ai vu et qui est bien. Mais vous êtes tellement dur! Oh là là! Enfin, vous. Voilà. Bref. Alors, Running Man! Dans un futur proche, The Running Man est l'émission numéro 1 à la télévision. Un jeu de survie impitoyable où les candidats, appelés les Runners, doivent échapper pendant 30 jours à des tueurs professionnels sous l'œil avide d'un public captivé. Alors, il n'y a pas que ça, effectivement. Alors, Running Man. Je tiens à dire que je n'ai pas lu le bouquin. Et je n'ai pas l'impression d'avoir vu Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Voilà. On n'est pas dur, on est honnête. Est-ce que tu es honnête? Honnête. Voilà, c'est une référence à Ma famille d'abord. Oui, j'ai le genre de référence là. Oui. Et tu vas faire quoi? Voilà. Bref, alors, j'ai été le voir ce matin. Décidément,
J'ai été voir 3 films cette semaine, c'était extraordinaire. Je me suis senti vivre. Enfin bref, voilà. Donc du coup, c'est en ayant ce postulat-là où je n'ai pas vu, je n'ai lu et vu aucun des Running Man qui était, ou que je peux poser un regard assez neuf sur ce projet d'Edgar Wright. Quoi, tu n'as pas vu le Schwarzenegger? Non, mais il est sur Netflix. Mais c'est prévu que je le regarde. Voilà. N'est-ce pas, Beetlejuice? N'est-ce pas? C'est pour ça que je vais pas me soucier des clins d'œil. Alors, il y en a un gros clin d'œil avec sur les billets de banque avec la tête de Schwarzenegger. Voilà, je sais pas ce que si ça signifie autre chose, mais voilà, je dis ouais, c'est sympa, ça veut dire que c'était un personnage important, bref. Running Man de Edgar... merde. Edgar Allan Poe, j'allais dire. De Edgar Wright, qui d'ailleurs... comment dire que Edgar Wright... alors j'apprécie plutôt bien son travail, de par son dynamisme, de par ses séquences d'action qui sont plutôt... très dynamique, signé Edgar Wright, et ça se sent de par sa trilogie Cornetto. Allez voir ce film, les 3 films de la trilogie Cornetto, c'est vachement bien que ça passe de par les séquences, de par les transitions, c'est très bien. Même si je trouve que Baby Driver est beaucoup surcoté, je trouve, hein, sympathique, mais bon, un peu incroyable. J'adore ce film, mais tu n'es pas surpris parce que tu le sais. Bah oui. Oui. Et d'ailleurs, je crois que tu as mis un 4 étoiles Running Man, mon cher, sur Letterboxd. Oui, j'ai regardé tes notes, exactement. Et oui, je te lis aussi. Et oui. Et du coup, j'ai pas passé un mauvais moment. Non, vraiment, je tiens à dire que je me suis pas emmerdé. J'ai trouvé plutôt intéressant. Par contre, je veux absolument qu'on me dise où trouver les serviettes de bain de Glenn Powell. Non mais vraiment, genre Glenn Powell, il arrive à avoir une serviette de bain qui l'entoure pendant toutes les séquences d'action et la serviette ne tombe pas. Je veux. Donc c'est bientôt Noël, cotisez-vous, j'ai besoin de sous pour avoir la serviette de bain de Glenn Powell. Alors juste comme ça, la fin du film a été changée par rapport au bouquin. Oui, apparemment, j'ai eu dire apparemment, selon les critiques que j'ai lues. Voilà. Bref. Donc du coup, on a plutôt un gros casting, mine de rien, sur ce Running Man. Alors, hop, je vais juste chercher Running Man. Avec Glenn Powell, évidemment, Ben Richards, Emilia Jones, Amelia Williams, Lipas Evan Macon, Daniel Ezra... Ah, c'est lui. Et on retrouve Michael Cera, etc. Josh Brolin alias Thanos, Dan Killian. Enfin bref, moi ce que je trouvais plutôt pertinent dans ce film, c'est l'utilisation de la manipulation qui est faite de par un gros média. Genre, je vais mettre, je sais pas, imaginez Bolloré qui a une chaîne d'information en continu et qui dit que des conneries, qui manipule l'information pour diminuer tout sens, pour que l'information aille dans son sens. Non mais imaginez un peu. Et là on le met version action, genre Hunger Games. Ça serait fou quand même, hein. Ouais, franchement, ça serait genre Vincent Bolloré qui ferait ça. Pardon. J'hésitais longtemps, mais si je mets 4 au film de 87, je dois mettre 4 à celui-là parce que c'est un meilleur film que celui-là de 87 et que c'est un meilleur... Ok. Très bien. Bah moi, j'ai mis un pile la moyenne. Alors, j'ai mis pile la moyenne parce que j'ai trouvé le film très aseptisé, très convenu, dans le sens où, déjà... Étant donné que nous sommes cinéphiles, mon cher Pawa, ou cinéphages, on aime bien regarder des films, et surtout que si par exemple tu vois Edgar Wright à la réalisation, tu t'attends à quelque chose, tu t'attends à une réalisation aux petits oignons, comme il sait faire. Là,
bah, t'as l'impression qu'il fait son yes man. T'as l'impression que il est là pour en guise de vas-y, je fais le film pour faire un autre film après. Et je trouve ça extrêmement dommage. Alors, on voit de par certaines petites transitions dedans que tu vois, ah, c'est intéressant, mais on n'en voit pas assez. Et c'est dommage parce que ce film, c'est un film d'action lambda. Alors oui, effectivement, il y a ce côté manipulation des images et tout, qui est plutôt bien fait, mais je sais pas, j'ai l'impression que Edgar Wright, il a une idée qui est prise dans le film, dans le bouquin, pardon, il le met là, et là, mais il le creuse jamais assez pour que le film nous fasse un tantimeux soit pas un peu plus réfléchir, mais je pense que c'est le film qui le veut. Et j'ai l'impression que ce film-là, c'est dans la lignée d'un film d'action des années 80. Qui, en fait, ça y va avec de gros sabots. Et t'es là, vraiment avec le spectacle, et le méchant est là pour être méchant. Et que, bah, tu vois que, bah, en fait, t'es là seulement pour... t'es le spectateur, en fait. T'es le spectateur, et le film te prend par la main, te dit, comme dans les années 80, je veux dire, bah, explosion, Glenn Powell, il est pas méchant, il est pas si énervé que ça, mais il est drôle quand même. C'est un action hero des années 80. Alors ça passe, hein, heureusement le rythme est plus fichtrement bien fichu. Et par moi, j'aurais une question à te dire, parce que dans le film va se passer dans le Maine. Et dans le Maine, à un moment donné, il y a une longue séquence qui se passe à Derry. À Derry dans le Maine. Si tu vois ce que je veux dire. Derry, c'est la ville-village de ça, le clown. Et en fait, tu dis, ah. Alors, j'ai peut-être mal compris, hein. On s'est vu avec Beetlejuice, je lui dis, oh, surtout qu'on regarde Welcome to Derry. Et du coup, ça se passe. Alors, il y a le clin d'œil à Derry, mais le problème, c'est que si tu es à Derry, tu es obligé de mettre quand même une espèce d'ambiance, quand même. Sans pour montrer le clown. Là, je suis d'accord. Mais là, je ne retrouve pas cette ambiance de Derry. Je retrouve pas cette nature, cette ville, ces personnages un peu Grinch, bref, voilà. Et je trouve ça un peu dommage. Alors, peut-être que je m'attarde pour pas grand-chose, mais si tu me dis que cette action-là, cette séquence se passe à Derry, tu dis... Alors, peut-être la grand-mère, à la rigueur, mais ça fait plus humour qu'autre chose. Elle me fait vriller, elle me fait le gaulerie, la grand-mère, d'ailleurs. C'est là qu'on voit aussi Michael Cera, qui joue... il est là parce que il aime bien. Pourquoi pas, il est drôle, tu vois. Scott Pilgrim, toi-même tu sais. Enfin bref. En fait, le problème, c'est que le film, mis à part le fait que bah, le truc de Derry, bon, c'est pas grave, c'est pas grand-chose et tout. Vraiment, j'ai trouvé que Glenn Powell ne fait absolument pas. C'est un personnage blanc, enfin blanc, très musclé et tout, et Heroes Movie, genre c'est un mec pauvre du bas-fond de la ville. J'y crois pas. Il aurait fallu, je sais pas, mettre un Glenn Powell avec du bide. Là, franchement, ça aurait été tellement drôle. Là, oui, à la rigueur, mais là, ça fait très Action Man, le plus grand de tous les héros. Bref, c'est un peu, je trouve ça un peu dommage, je trouvais, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, bon, après, je le dis, j'ai quand même apprécié, mais je sens qu'on loupe quand même quelque chose. Genre par exemple, il y a un trio. En fait, il y a les trios de runners, dont Glenn Powell et deux autres personnages. En fait, c'est juste de la chair à canon. Et je trouve ça dommage. Peut-être que dans les bouquins, voire même dans le film, ils ont un plus grand rôle. Et j'aurais préféré qu'il y ait
une autre, un autre destin de ces personnages, ou alors un autre destin, enfin, au moins qui se recroisent à différents moments, au moins pour, je sais pas, apporter quelque chose à Glenn Powell. Là, ce n'est absolument rien que chi, que dalle. Bref, c'est un peu dommage. Après, c'est peut-être c'est peut-être comme ça, mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est très bête, mais c'est le film qu'il veut. Mais je m'attendais peut-être à quelque chose de beaucoup plus jouissif, de par les effets du réalisateur, parce que là, j'avoue, j'ai l'impression d'avoir vu ce film, que ça soit les scènes, maintes et maintes fois. Ouais, c'est un peu... Peut-être c'est mon attente qui a un peu été désuée. Et c'est comme un effet du genre, le film te promet un bon gros cidre brut, et tu te retrouves avec un effet champomis. Alors oui, t'as les bulles, oui, t'as le goût de la pomme, mais tu dis... ça manque de caractère, en fait. Je bois, parce que j'aime bien, c'est sucré. Mais il y a pas l'effet... Il n'y a pas cet effet-là où tu te dis... Ben, il est où le cidre que j'aime bien? Le cidre de la Bretagne, monsieur, dame! Le cidre américain. Bref. Vous m'avez compris. On passe pas un mauvais moment. Mais beaucoup de promesses n'ont pas lieu. Ah, c'est dommage, hein. Et genre, par exemple, à un moment donné, quand, par exemple, il va à Derry, enfin, voir Michael Cera, tu dis, mais comment il... Enfin, il y a des séquences où t'as l'impression qu'il manque une scène, il manque quelque chose. Il y a aussi... ils ont fait 2 fois le coup du rêve. Putain, mais genre... Non, mais tout ceci n'était qu'un rêve. Ça veut dire que... je suis désolé, hein. Mais tu peux supprimer facilement 3 minutes du film parce que c'était qu'un rêve. Alors oui, ça va expliquer la psyché du personnage, sauf que je suis désolé, mais la relation entre Glenn Powell et sa femme, j'y crois pas. Sa fille malade, son fils... Putain, je suis désolé, j'ai oublié. Bah, on le voit pas si malade que ça. Je sais pas, ça manque de relief, ce film. C'est dommage, c'est dommage. Peut-être que c'est voulu, mais c'est dommage parce qu'ils auraient pu travailler quelque chose de beaucoup plus appréciable. Bref. Donc du coup, voilà. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries. Mais voilà, je le répète encore maintes et maintes fois. J'ai quand même passé un bon moment devant ce film. Voilà. Donc du coup, j'attends ton explication, mon cher j'allais dire mon cher John. Mon cher... Waouh. Voilà. Bref, messieurs, dames. Maintenant, on va passer au meilleur film de cette sélection. Je vais évidemment vous parler de Dossier 137 de Dominique Moll avec Léa Drucker. Et c'est parti pour la bande-annonce. Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi, un policier qui lui a tiré dessus avec un flashball. Les flics là qui ont fait ça, vous les avez retrouvés? Putain, mais il a rien fait. Ces fils de pute, ils l'ont défoncé alors qu'il a rien fait. Mais tu baisses d'un ton là. Mais si c'est ma parole contre la leur, ça sert à rien. On nous a dit que la République était en danger. On nous a demandé d'empêcher les pillages et d'impacter les individus violents. Cibler les casseurs et les individus qui s'en prenaient aux collègues en tenue. Le gouvernement était en panique. Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez? Mais sur les images, on voit pas bien. Ah bon? Il me semble au contraire qu'on voit très bien. Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue? Qui a dit que j'étais à la fenêtre? J'espère qu'ils vont pas étouffer l'affaire. Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande? Tu peux pas te mettre un peu à leur place? Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police. Ils sont jamais sanctionnés. Ce n'est pas le moment de provoquer la grogne des syndicats. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Bertrand? Si tout le monde pense qu'un autre point de vue que le sien est hostile, comment on tient ensemble? Je sais plus, moi.
j'avoue que je n'y ai pas réfléchi. Oh, bah alors qu'est-ce qui t'arrive? T'as trop changé, mec, t'as trop changé. Léa Drucker, c'est un no-go pour moi, mais j'attends un argument imparable pour changer d'avis. Sérieux? Oh, tu rates quand même quelque chose. Alors, dossier 137. Alors, attendez, je cherche. Un jeune homme est blessé par un tir de flashball lors des manifestations liées au mouvement Gilets jaunes en 2018. Stéphanie, enquêtrice de l'inspection générale de la police nationale, est chargée de déterminer les responsabilités. Alors, je tiens à dire, avant toute chose, Dominique Maule m'a profondément marqué de par son film La Nuit du 12, qui est sorti il y a 2 ans maintenant, qui était incroyable, qui est Dominique Maule est l'antithèse de Cédric Jimenez par rapport à la police. C'est-à-dire que Cédric Jimenez va aller côté plus action, blockbuster, et bien être bien côté droite de la barrière, si vous voyez ce que je veux dire, et sans trop réfléchir à ce que veut raconter son film, ou alors mettre quelques pincettes. Tandis que Dominique Maule, avec La Nuit du 12 et Dossier 137, va aller plus dans le côté enquête et côté humain. Le côté humain, quelque chose de beaucoup plus spécifique et beaucoup plus frustrant. La Nuit du 12, ça racontait l'histoire de 2 enquêteurs qui vont enquêter sur un féminicide qui va les hanter et ne sera jamais élucidé. Et ça, c'est incroyable, tellement que tu sais comment que ça va se terminer, mais tu sais pas comment l'histoire va se dérouler. Et le film nous tient en haleine de par la morale et de par la construction de ces personnages qui, comme j'avais dit, cette enquête va les hanter parce que impossible de résoudre cette enquête. Et c'est ça le dilemme du film. Et c'est incroyable, c'est vachement bien. Là, Dossier 137, souvenez-vous, l'époque des Gilets jaunes où il y avait enfin une espèce de solidarité du peuple qui en avait marre du prix de l'essence contre Macron. Démission! Explosion! Pardon, excusez-moi. Et aussi, souvenez-vous que Macron a décidé évidemment, d'utiliser beaucoup trop ses flics pour faire sa sécurité et pour remettre de l'ordre, évidemment. Et évidemment, remettre de l'ordre, qui dit mettre des flashbooks dans la gueule des manifestants. Bref, et là, ce qui est intéressant, c'est que Léa Drucker nous incarne à... Alors, j'aime pas trop dire ça parce que j'aime pas trop estimer le jeu des personnes, mais je trouve remarquable Léa Drucker dans le rôle d'une agente haut placée de l'IGPN, si on peut dire ça comme ça, inspectrice de l'IGPN, qui est incroyable. Elle a le rôle que la police déteste, c'est-à-dire que dans ce film-là, c'est vraiment la police que déteste la police. Il y a vraiment ce côté enquête qu'on entend très peu parler. Genre par exemple, le sachiez-vous que 10% des enquêtes IGPN sont résolues. Donc ça veut dire que vous prenez 100% des problèmes, vous raccourcissez ça à 10%, et 10% des problèmes liés à la police sont punis. Enfin, en tout cas, 10% des affaires de la police ont été punis. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que comment fonctionne l'IGPN, parce que l'IGPN, généralement, on dit que c'est la police des polices qui vont punir, etc., les vilains policiers, etc. Et là, le film nous montre de comment se passe une enquête, de comment se passe le rôle de Léa Drucker, de par cette droiture, de cette personne qui doit malheureusement
être un peu le mouton noir de cette équipe, mais pour rendre la justice. Et le fait que, par exemple, je vais prendre la séquence où elle va prendre une espèce de plainte, Léa Drucker va prendre la plainte d'une personne dit lambda pour dire oui, ben, je vais peut-être pas prendre votre truc, votre plainte, madame. Et au fur et à mesure, cette plainte-là va être portée par Léa Drucker parce que elle va relier le fait de son métier et le fait de l'origine de cette victime. C'est-à-dire qu'en fait, Léa Drucker est un peu la princesse au sang mêlé de cette histoire. Et ce qui est encore plus dur, c'est que, de par cette colère qui est montée de cette injustice fait monter une colère immense de par les policiers, de cette monstruosité qu'on voit par rapport au puzzle qui est montré à chaque fois qu'on voit la restitution de par les photos, les vidéos, les témoignages et tout. Et que malgré le fait qu'on connaisse la vérité, et ben cette vérité-là est protégée de par ce qui est de plus haut gradé, que ça soit le gouvernement, que ça soit la police, les hauts fonctionnaires de la police, genre Laurent Nunez, je dis ça comme ça, voilà. Et Léa Drucker est pour moi et vraiment, elle porte le film d'une prestance incroyable, où comment ne pas se mettre en colère après tout ce qu'elle entend, de par cette mauvaise foi, de cette cruauté qu'elle entend, en fait, vous voyez le mème de Spider-Man qui doit soutenir soit le bateau ou soit le train de par ses forces bras, malgré qu'il va perdre énormément. Et ben là, c'est Léa Drucker. Léa Drucker est impeccable. Et de par exemple, il y a certaines scènes, par exemple, où elle va voir une personne, je peux pas trop dire le pourquoi du comment. Cette personne-là dit oui, mais j'ai quelque chose pour vous, mais je me tairai, j'ai pas envie de ça parce que peu importe ce qu'on fera, ça ne changera rien. Et malgré que elle sait, de par son pouvoir, Léa Drucker, elle va faire tout son possible pour rendre justice à cet homme qui a été balafré, qui a été handicapé à vie de par une balle d'un policier, elle ne pourra jamais, de par sa condition, de par du fait que on s'en fout de ton avis parce que des hauts placés ne veulent pas de la vérité, ils veulent la protection, donc du coup on s'en fout. Et c'est là que ça en devient frustrant, de par on comprend tellement Léa Drucker, de cette mère de famille qui comprend le fait qu'elle est le mouton noir, qu'elle protège la vérité, que de grâce ou à cause de cette affaire-là, elle va voir que son pouvoir n'est que limité, et que le problème c'est que à la fin, à quoi elle sert. Et à la fin, on nous montre de par son visage qui, enfin, elle casse ce côté mûr de par des larmes qui vont venir, on le voit jamais. Et il y a une transition qui est faite à la toute fin où on voit son fils avec elle, et on transpose avec la victime du policier, où
ça peut très bien arriver à tout le monde. Et je trouve ça génial. C'est un fait réel à la base. C'est basé sur des faits réels. Effectivement. Effectivement. Et Léa Drucker est incroyable. Elle fait un monologue devant sa directrice où elle comprend, elle est flic, mais de par cette affaire-là, elle comprend aussi bien que les flics que les victimes en fait. Et elle te sort un monologue incroyable et j'étais du genre, c'est fou. Elle le dit bien. Oui, effectivement, si par exemple ça aurait été une autre personne qui n'était pas de mon patelin, oui, effectivement, j'aurais moins enquêté dessus et je l'aurais filé à quelqu'un d'autre. Sauf que là, effectivement, j'ai été abasourdi par leur histoire et j'ai été au plus près de la vérité et j'ai eu la vérité. Sauf que là, ça l'a dégoûté. Et en fait, Dominique Moll arrive de par cet effet de un peu documentaire et filmé de par ses entretiens, parce que ça fait très entretien entre deux personnes. Vraiment, ça fait très réaliste. Et ça donne encore les scènes beaucoup plus frustrantes. Un peu comme par exemple Sarkozy qui sort de prison au bout de 20 jours et qui fait un livre. Enfin voilà, c'est aussi problématique que frustrant. Enfin bref. Et je ne comprends pas pourquoi tu dis no go, Léa Drucker. Effectivement, Léa Drucker, elle n'a pas fait que des bons films. Mais par exemple, je te conseille, apparemment, elle a fait un film, je crois, l'année dernière, où elle racontait... je t'enverrai ça par message, je ne me rappelle plus, mais elle jouait vraiment la méchante du film, elle était extraordinaire. Bref, Léa Drucker, elle est incroyable. Je n'aime pas son jeu d'actrice. Ok, je comprends, mais pour moi, elle tient le film d'une force extraordinaire. Enfin voilà. On n'en sort pas indemne de ce film, car Dominique Moll adore frustrer ses spectateurs. Voilà. Alors, et pour moi, c'est quasiment un des meilleurs films français de l'année, avec L'attachement. Elle m'a gâché la série La Guerre des Mondes. Hein? Comment ça? Hein? Pardon? Je savais. Ah, bah, désolé, je ne savais pas. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller de vous faire votre propre avis. Pour moi, c'est un de mes coups de cœur de cette année. Ça mérite amplement son visionnage. Et c'est vraiment le film qui vous pose la question, est-ce pertinent? Il nous montre les problèmes de notre société par rapport à la police. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'il sera dans mon top. Effectivement. Mais je ne pense pas qu'il va être premier. Mais il est pas mal. Mais voilà, je peux que te conseiller Léa Drucker. Pour moi, c'est une masterclass. Là, pourtant, elle a joué dans Le mélange de genres qui était nul à chier. Oh, le grand écart de fou. Bref. Messieurs, dames, maintenant, on va passer à quelque chose de beaucoup plus magique, de beaucoup plus américain, d'une suite, d'une licence qu'on n'avait pas souhaité ou pas. Pour John, ça sera compliqué vu qu'il ne regarde pas de film. Ouh, alors oui, effectivement, mais à voir, hein, ça se trouve, là en ce moment, il est en train de regarder des films. Alors attends, je vais te dire ça. Non, il est pas chez lui, je crois pas. Bref, messieurs, dames, bienvenue dans le monde des magiciens dans Insaisissable 3. Et c'est parti peut-être pour, évidemment, la bande-annonce. Hein, parce qu'on ne sait jamais, on aime bien les magiciens ici. Oui. Dans le monde de la magie, tout ce qui disparaît réapparaît. Oh! Ah, ça fait du bien de se revoir!
Après cette carte, bizarrement, j'ai besoin de vous. Je vous parle du tour de magie le plus énorme et le plus stylé que vous ayez jamais vu. C'est maintenant ou jamais. C'est quoi le tour? Le diamant cœur, le joyau le plus cher de l'histoire. Il a quoi de si spécial, ce diamant? Ça fait des décennies que les Vanderberg vendent des diamants aux chefs de guerre, aux marchands d'armes, aux trafiquants, pour les aider à faire leur blanchiment. On n'arrête pas le diable en lui coupant les mains, mais en lui piquant son portefeuille. Sésame, ouvre-toi. Jack, qu'est-ce que tu fais là? Je viens de sauver. Salut les gars. Salut. Et vous êtes qui, vous? Allez, on y va! Ne la laissez pas s'échapper! Mes cavaliers, Thaddeus! vous avez été réunis dans un but précis. L'œil a la plus grande confiance en vous. Faire tomber 2 générations de criminels en un tour de passe-passe. 8 magiciens contre un réseau criminel international? On a toutes nos chances. Vous voulez voir un tour de magie? Le spectacle vous plaît? On peut passer aux choses sérieuses? Ça devient compliqué! On va tous mourir! On s'est éclaté. Where are you? Rendez les bijoux de la couronne! Ah mon dieu, la bande-annonce donne tellement pas envie. Bah j'ai bien fait de pas avoir vu la bande-annonce parce que j'ai... Voilà. Alors, le petit synopsis de l'amour. Les cavaliers sont de retour pour vous jouer un mauvais tour. Pour le braquage le plus impressionnant jamais imaginé, accompagné d'un groupe de jeunes magiciens qui espèrent suivre leurs traces et vont devoir repousser les limites de l'illusion pour orchestrer leur tour le plus spectaculaire. Dérober le joyau de la couronne, le plus précieux du monde, des mains d'une redoutable organisation criminelle. Alors j'ai été le voir en m'attendant à être déçu. Parce que je tiens à dire que j'apprécie, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs, le premier, Insaisissable, qui je trouvais plutôt sympathique, sympatoche. Bon, ça cassait pas 3 pattes un dino canard, mais c'était sympa, c'était rafraîchissant à l'époque. Le film a 9 ans, bientôt 10 ans. Bref, et j'ai vu le deuxième qui était nul à chier. En fait, le problème c'est que les magiciens sont devenus, de par leur tour dans le deuxième, des sorciers. Alors complètement, là c'était plus de la magie que de l'illusionnisme, et du coup tu dis que pratiquement aucun tour n'a été démontré que c'était juste de l'illusion. En fait, ça nous dit pas que c'est de l'illusion, que c'est de la magie, rien expliqué, ok. Et c'est dommage parce que on avait l'œil, il y avait quelque chose d'intéressant, il y avait quelques petits choses plutôt atypiques, tu vois, tu dis ok, il y a quelques petites séquences intéressantes dans le deuxième, t'as Daniel Radcliffe. Sorcier Daniel Radcliffe. Oh non, c'est nul. Non, il n'y avait rien à sauver dans le deuxième. Et le troisième, je me suis dit, bon, c'est de bande-annonce. La bande-annonce avait l'air plutôt cool. J'ai très peu vu. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas? Au pire des cas, tu dis que c'est de la merde. Alors, j'ai apprécié, mais... Alors, parce que j'ai retrouvé ce côté illusionniste du premier. Il y a ce réalisateur, il s'est dit, tiens, le public n'avait guère apprécié le deuxième, donc on va revenir sur quelque chose de beaucoup plus magicien. Mais qu'est-ce qu'on va rajouter d'autre? On va rajouter un peu des jeunes. Et ça faisait un peu, tais-toi, c'est magique en gros. Voire même, ta gueule, c'est magique. Voilà, c'est exactement ça. Et... ce qu'il faut dire, c'est que retrouver les 4 cavaliers, ça fait son petit effet doudou. Tu dis, ah putain, il y a Mark Zuckerberg, c'est bien ça. Il y a Marc, pardon. Et du coup, tu dis, ouais, c'est sympa. Mais en fait, le truc, je suis très étonné en entrant dans la salle, c'est que il y avait du monde. J'avais pas l'impression d'avoir eu
autant d'attentes pour ce film-là. Et beaucoup de monde me dit ouais, ça a l'air cool et tout. Je dis ok, très bien. Ce qui était intéressant, c'est évidemment de retrouver cette part de magie, de retrouver les anciens cavaliers, et aussi je pense, il y avait ce petit côté sans frais que je trouvais plutôt intéressant. Ça faisait, je trouve, ce film-là fait un peu référence à Expandable 3, où ça fait du genre les vieux vétérans. Alors qu'il marchait un peu plus dans le Expandable, et là un peu moins parce que ça fait 9 ans, ça va. Les cavaliers, ils ont pas 60 ans non plus, hein. C'est pas des boomers. Voilà, c'est pas des boomers de 37 ans. Clin d'œil, clin d'œil. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils étaient complètement largués, les magiciens. Ils ont perdu un peu de leur magie et tout. Enfin, ils se sont séparés aussi. Enfin, un petit peu, ils nous racontaient qu'il y avait un truc, qu'une mission s'est pas bien faite et tout, à cause d'une mission ratée. Bref. Mais enfin, bref, c'est un peu décousu. Mais j'avoue, j'ai été pris de par les scènes d'illusion. Que, je sais pas, ça m'a fait un peu mon petit doudou, mon petit... J'étais charmé de par les tours, et c'est ce que je voulais. C'est ça le pire, parce que je voulais des tours de magie. Et il y en a qui étaient bien fonctionnels. Et j'étais assez surpris. Alors attendez, je vais voir ça. Alors attendez. Insaisissable 3. Par un personnage que je ne pensais pas qu'il allait avoir ce genre de rôle. Et il s'agit de Justice Smith, qui incarne Charlie, un des nouveaux magiciens. Ou Justice Smith, on l'a déjà vu dans Détective Pikachu, qui d'ailleurs j'ai très envie de le revoir d'ailleurs. Toujours un peu frêle, un peu pas sûr de lui, bon bref voilà. On l'a vu aussi dans Jurassic World 5, toujours très frêle. En fait, il fait tout le temps le même rôle. Et là, j'avais l'impression du genre, il fait toujours le même rôle. Mais il y a certaines choses qui m'ont un peu surpris. Bon. Je trouve que l'explication de fin pour attirer la méchante, la méchante est un peu au 16 sur 20. On sait qu'elle est méchante pour être méchante. Arrête. Ça manque cruellement de travail sur la méchante, du genre j'ai un caillou en forme d'un cœur et donc du coup et je suis méchante. Qui est la méchante? Qui est interprétée par Rosamund Pike, qui joue Veronica Vandenberg. Voilà, incroyable du cul, monsieur Potbeurre. C'est pas ouf, c'est pas incroyable. Bref, mais si vous êtes là, si vous avez aimé le premier, rien que pour les tours de magie, allez voir. Franchement, c'est très cool. Par contre, je tiens à dire que dedans, t'as Morgan Freeman. Bon, il y a plus sa VF qui normalement sa VF a été fait par Benoît Alman, qui nous a quittés il y a quelques temps déjà. Et ça fait bizarre. Et le fait que, par exemple, en fait, il y a aussi, ils vont tous un peu se retrouver dans une espèce de lieu qui fait très escape game. C'est pas trop mal, mais il y a un jeu avec le décor par moment qui est plutôt chouette, ou par moment tu te dis wow, c'est un peu ok. Comment ils se débarrassent des flics? Et en parlant des flics, je trouve que les flics, oui, parce que il y a à un moment donné, ça se passe en France. Les gens, alors, je veux bien qu'on se moque un peu des gendarmes français, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est des Stormtroopers, ils savent pas viser, sauf un personnage qu'on va lui dire adieu. Tu dis, attends, ce personnage-là qui est hyper important, il meurt comme ça, comme un gros caca, de par un tir perdu. Et les flics, ils sont... Non, je suis désolé. On peut pas caractériser des gendarmes comme ça. J'ai l'impression que c'est les gendarmes à Saint-Tropez en version américanisée. Genre sans trop d'humour et très très con. Je suis désolé. Les personnages sont très bêtes, les méchants sont très bêtes.
Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à faire un insaisissable sans pour autant construire de bons gros méchants, tu vois. Et je sais plus si dans le... Ah si, dans le 1, c'était Mark Ruffalo qui était méchant, soit... Je sais pas, ça manque de... Il y a beaucoup de facilité. Mais j'avoue que le petit côté doudou illusionniste marche plutôt bien. Alors tu souffles, mais tu fais... En fait, t'es du genre, ça fait... Ah pff, ah pff, et à la fin, ça fait... Oh pff. Voilà. C'est du genre, tu passes un bon moment. Même si j'ai noté 3 sur 5 sur Letterboxd. Parce que j'aime bien, j'ai quand même bien... J'ai apprécié le spectacle. Même si ça fait un peu bis repetita du deuxième. Je me tairai de comment ça se passe. Enfin voilà. Jurassic World, ton meilleur film de l'année, ou pas? Non, mais il y a tellement pire que Jurassic World. Bref, qui d'ailleurs, je sais pas si t'as écouté l'émission d'il y a 2 semaines, bientôt sur la chaîne d'Illustres Connus, tu vas pouvoir m'entendre parler de Jurassic Park et World. Voilà. Ça donne envie de revoir Ocean's 11. Exactement. Bref, messieurs, dames, j'ai enfin fini de vous faire vendre ou pas les films. On se retrouvera, je pense, d'ici dans 2 semaines pour, évidemment, la suite de What's the Ciné. Bref, voilà. N'oubliez pas de me suivre sur Plan Séquence, voire même sur Letterboxd. Voilà, hashtag Serox, hashtag Matgaki, hashtag Plan Séquence, bref. Et n'oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime et des commentaires. Genre, on adore John, le salé, et tu nous manques, et merci d'être là, Serox. Voilà, bref, vous allez retrouver la VOD dans quelques heures sur YouTube. C'était Serox en compagnie de vous sur le chat. Des bisous les gens. Surtout, n'oubliez pas, allez voir des films, c'est important. Ciao, bye!